Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce nouveau webinaire sur le thème du handicap et de son appréhension dans le monde du travail. La législation est très importante sur le sujet du handicap, notamment tout ce qui concerne l'insertion professionnelle. Un baromètre, notamment emploi et handicap, est en train de devenir un outil de référence censé permettre aux dirigeants, sur la base du volontariat certes, mais de publier de façon rapide, transparente, des données brutes sur le handicap pour partager leur engagement en faveur de ce qu'on appelle l'emploi inclusif. Donc, l'appréhension du handicap, son traitement par le législateur et aussi par toutes les procédures internes, que ce soit dans les structures privées et publiques, font vraiment aujourd'hui partie du paysage en 2022. Mais comme vous le savez, si vous participez à ces webinaires régulièrement, l'objectif de ces webinaires est de mesurer le calage ou le décalage entre ce qui est mis en avant, que ce soit dans des campagnes globales d'insertion, de publicité, ou les nouvelles circulaires, ou les procédures internes qui sont mises en avant dans de nombreuses entreprises ou au sein de la fonction publique, et la réalité du terrain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convié à mes côtés pour évoquer ce sujet ô combien sensible et prégnant, Farida Melouli, que vous avez déjà entendu sur la question de la connaissance et la reconnaissance du métier d'assistante sociale. Farida, merci beaucoup de ta présence. Merci. Si tu veux, on va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte, et on rentrera tout de suite dans le vif du sujet. Alors, sachant que le sujet est effectivement extrêmement large, il mériterait d'être abordé pendant une semaine pleine de formation, émanation par émanation, axe par axe. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'objectif, c'est d'aborder l'appréhension du handicap au sein de l'entreprise et de manière nette, de manière franche, pas forcément politiquement correcte, et avec donc la vision de la référente handicap, que tu es Farida, ingénieure sociale aussi, mais tu te présenteras dans 2 minutes, et la mienne qui est celle d'avocat. Et effectivement, au cœur de cette notion du handicap, ce qui est assez intéressant, et je dirais même plus étonnant, parfois même sidérant, de constater, c'est que face à l'amplification législative ou réglementaire ou interne, face à tout ce qui est fait en faveur du handicap, on constate que c'est encore le premier motif de discrimination en entreprise. C'est très intéressant. On aurait pu imaginer que parmi la pléthore de motifs de discrimination en entreprise, on puisse imaginer d'autres motifs, notamment ce qui peut concerner les femmes, ou notamment donc la discrimination du fait du sexe, ou la discrimination donc du fait par exemple de la grossesse, ou de l'orientation sexuelle, ou bref, tout type ou du fait de la race, ou du fait de la religion. Eh bien non, la discrimination la plus mise en avant dans les contentieux prud'homaux et après qui sont portés massivement devant la cour d'appel et parfois devant la cour de cassation, ce sont les contentieux qui ont trait au handicap. C'est dire le décalage qu'il y a entre ce qui est affiché et ce qui est mis en place dans les différents codes, alors principalement le code du travail, mais bien sûr aussi le code pénal, un petit peu le code civil, évidemment le code de l'action publique et la réalité du terrain. Alors Farida, je vais te laisser te présenter auprès de nos participants et nous dire qui tu es, et notamment tes 2 principales casquettes. Ingénieur social, qu'est-ce que c'est? Et référent handicap, alors là c'est très intéressant parce qu'on parle tout le temps de la place du référent handicap dans l'entreprise. Qui est le référent handicap et que fait-il?
Oui, merci de cette invitation, Judith. Je suis donc effectivement de formation déjà de base assistante sociale et après je me suis formée à l'ingénierie sociale, au diplôme d'état d'ingénierie sociale. Donc c'est une voilà, c'est tous les métiers de politique de pilotage au niveau des politiques, la mise en place des politiques médico-sociales. Et parallèlement, je me suis formée aussi au DU handicap donc auprès de Karine Gros et à l'université Paris-Créteil qui, alors ça se développe énormément, mais qui fait ce DU handicap et qui forme les référents handicap. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, on en parlera, hein, je pense, hein, peut-être dans le déroulé de ce que fait un référent handicap. Mais pour rebondir à ce que tu dis, effectivement, dans le fait que ce soit une des causes principales de discrimination, on va en parler aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi à mettre en lien, peut-être avant d'être vraiment de rentrer dans le vif du sujet, à mettre en lien avec aussi ce qui se passe sur le plan sociétal. Par exemple, ce matin, je viens de lire, enfin j'ai lu un article, j'avais pas la mesure en fait de l'importance, mais qui mettait qu'un enfant sur 8 en établissement médico-social en situation de handicap ou en établissement, enfin qui devrait, n'est pas, un enfant sur 8 en situation de handicap n'est pas scolarisé. Donc tu vois, cette discrimination, elle est en fait, elle vient de loin et il y a encore effectivement beaucoup de chemin et c'est pas étonnant qu'on la retrouve en entreprise et au travail, mais on pourra y revenir. Et comme tu l'as dit aussi, c'est un sujet très vaste. Je pense qu'aujourd'hui, on va juste donner quelques éléments parce qu'il y a beaucoup de choses et peut-être après approfondir en fonction peut-être des personnes, enfin des sujets hein, qui voudront être abordés, mais c'est très vaste et on va essayer en tout cas en tout cas moi voilà de partager ma pratique, mais voilà sur 1 heure ça va être effectivement très court. Mais on va transmettre la substantifique moelle, comme Tout disait à Rabelais. fait, pour ouvrir à d'autres sujets, tout à fait. Exactement, Farida. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet par la définition. Et ce qui, de mon point de vue d'avocate, s'appelle la qualification juridique des faits. Alors, avant de parler donc de qualification juridique des faits, telle qu'elle est inscrite principalement dans le Code du travail, on va évoquer la définition simple qui est la définition du Robert, hein, tout simplement, qui indique que le handicap, alors c'est une définition qui est la même depuis les années 50, elle est définie, donc le handicap est défini par une déficience physique ou mentale. C'est très proche en termes de synonymes, avec des termes qui sont relativement péjoratifs et mal connus. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, je ferai un tout petit point sur la différence entre invalidité et inaptitude, mais en tout cas, quand on associe souvent, et c'est le dictionnaire qui le dit, c'est un synonyme du handicap, le terme invalidité, parfois infirmité. Et quand on parle de handicap, alors c'est extrêmement large, c'est le handicap mental, physique, sensoriel, auditif ou visuel. Alors, avec le temps, effectivement, et selon les contextes professionnels, on a des définitions plus serrées du terme de handicap, mais le terme d'handicap avec le temps est devenu ce qui empêche quelqu'un ou quelque chose de développer, d'exprimer au mieux, je vais insister là-dessus, sur le fait de pouvoir exprimer au mieux toutes ses possibilités ou d'agir en toute liberté et par donc une déficience physique ou mentale. Donc, la définition récente du petit Robert ne manque pas d'exprimer la manière dont le handicap s'incarne. Et il s'incarne par pas simplement le premier niveau, qui est un empêchement de quelqu'un ou de quelque chose de développer du fait d'un handicap mental, physique, moteur, sensoriel ou auditif, mais c'est aussi une difficulté à exprimer au mieux toutes ses possibilités et même ses besoins. L'Académie française indique que le handicap se dit de ce qui met quelqu'un, alors vous allez les voir, c'est extrêmement intéressant, en état d'infériorité. Souffrir, être affecté d'un lourd ou d'un sérieux handicap. Et la définition de l'Académie française complète en disant que des synonymes du terme handicap, c'est infirmité, déficience, accidentelle ou naturelle, passagère ou permanence, qui entrave l'activité physique ou mentale. Si on veut faire une analyse simple du terme handicap aujourd'hui, on y voit à peu près 3 dimensions qui sont
on va dire, inégalement explicités et compris, et compris, on va dire, communément. La première, on l'a compris, c'est la notion de limitation et d'empêchement, d'entrave, de désavantage, et même un terme très péjoratif et très désagréablement ressenti, c'est le terme d'infériorité. Ça, c'est l'acceptation la plus commune du terme handicap. La seconde dimension, elle est plus spécifiquement, je dirais, médicale. Elle consiste à appliquer cette dite limitation à l'activité professionnelle, donc à l'activité professionnelle ou dans la sphère privée, c'est-à-dire l'activité physique, sensorielle ou mentale. Et enfin, le terme handicap est donc aussi utilisé pour rendre compte d'une limitation aux activités sociales, économiques ou politiques d'un groupe, d'une collectivité ou d'un pays par rapport à un autre. Donc ça, c'est la notion, la vision du handicap qui, depuis les années 50, n'a pas beaucoup bougé et qui, même lorsqu'il est défini par le dictionnaire de l'Académie française, garde une teneur, une charge extrêmement péjorative. Et j'en terminerai en vous donnant la définition du Code du travail, à l'article L 5213-1, donc du Code du travail. Est considéré comme un travailleur handicapé toute personne dont les possibilités, alors vous allez voir, c'est encore une quatrième dimension, dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Alors, là où c'est extrêmement intéressant, la différence, et je te laisserai tout de suite rebondir là-dessus, Farida, la différence entre la définition qui est donnée communément et particulièrement dans les dictionnaires même les plus élaborés, c'est que la notion de handicap telle qu'elle est comprise, elle est comprise comme une véritable limitation, comme quelque chose, on va dire au sens strict du terme, handicapant, mais au sens d'un sentiment d'infériorité, quoi. Ça me place en décalage, à la baisse, par rapport à d'autres personnes. Alors que le Code du travail, lui, parle de réduction de ces fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, on va dire que le Code du travail est beaucoup plus délicat que le sens qu'on veut bien donner au handicap, en tout cas la définition qu'on en donne de manière générale ou de la manière dont elle est ressentie. Alors, cette différence d'approche sur la définition du handicap, telle qu'elle est dite ou vécue de manière générale, et telle qu'elle est définie à un niveau un peu, comme on dirait les Anglais, upgradé, c'est-à-dire un niveau un petit peu plus doux, etc. Est-ce que tu le ressens, Farida? Je vais préciser ma question. Est-ce que la définition que donne le Code du travail du handicap est une définition, je dirais par trop cosmétique, jolie, qui induit le fait que il faut inclure, bien sûr, la notion d'inclusion, de diversité concernant les travailleurs handicapés extrêmement importante, et que la réalité, en fait, c'est celle que j'ai définie au démarrage, c'est-à-dire la réalité brute, la réalité qui fait mal, cette définition du handicap qui tient plus de l'infériorité. Alors, effectivement, la définition que tu donnes s'apparente plus à celle de 2005, qui est effectivement quand même le moment où il y a eu un changement de paradigme sur la définition du handicap, hein, puisque c'est là que va apparaître effectivement donc la loi pour l'égalité des droits et des chances, qui fait apparaître la participation, enfin en tout cas qui met plus en lumière la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Hein, c'est effectivement à ce moment-là, et après avec la loi que tu as citée, la loi du travail, celle de 2016, où effectivement on va quand même sentir une évolution sur ces questions-là. Et après, les deux lois qui vont suivre dans la fonction publique et dans le privé, avec l'obligation de mise en œuvre, hein, donc on y reviendra après, dans effectivement les moyens que les professionnels doivent mettre les entreprises, que ce soit privées ou publiques, doivent mettre en œuvre, et ça aussi, on y reviendra. Mais sur l'aspect des définitions, effectivement, la loi de 2005, enfin voilà, est assez, c'est comme dans effectivement le code, l'article que tu viens de lire, dans une limitation
d'activité. On n'est plus effectivement dans des définitions assez, voilà, celles qui étaient citées anciennement, celles que tu as citées tout à l'heure. Après, c'est vrai que entre la définition et l'activité de terrain, bien sûr, il y a un décalage. Parce que effectivement, la réalité, même si les choses évoluent, au sein des entreprises, hein, auprès des employeurs, les choses effectivement évoluent, les choses se mettent en place, hein, puisque ces injonctions de mettre en place un référent handicap se développent. Hein, donc, on assiste à la mise en place de politiques en matière de handicap qui se développent. Mais la réalité de terrain, elle est tout autre. Hein. Il y a encore des situations individuelles très complexes, même collectives. Voilà, donc on est sur ces questions-là. Donc ça peut rester, ce que tu disais sur la réalité brute, je pense que tu veux dire effectivement les réalités où les gens sont encore en grande difficulté pour déjà d'une oser parler de leur handicap, voilà, rencontrer les personnes adéquates pour parler de leur handicap. Et puis qui dit handicap dit pas obligatoirement besoin d'adaptation et de compensation, hein, mais quand cela ça se pose, quel interlocuteur, quelle mise en place, quelle compensation, puisque c'est quand même l'idée de la compensation. Hein, c'est plus voilà, normalement on devrait être auprès d'employeurs, dans des activités de travail où c'est pas l'individu qui doit par des stratégies, et ça j'ai beaucoup d'exemples et je suis sûre que ceux qui nous écoutent aussi sur les stratégies que doivent mettre en place les personnes concernées pour vivre avec leur handicap au travail, alors qu'on devrait être dans des situations où l'employeur vise la compensation du handicap pour que la personne, ou que plutôt la situation de travail soit adaptée à la personne et non l'inverse. Donc ça, en fait, ça peut concerner tous les travailleurs, mais effectivement, plus particulièrement les personnes en situation de handicap. Et là, on pourra prendre des exemples précis. Merci beaucoup, Farida. Alors, donc, tu es plutôt d'accord avec le fait que beaucoup de personnes handicapées aujourd'hui ont intégré en quelque sorte en eux cette première définition communément admise, un peu une forme d'infériorité. Oui. Tout à fait. Je peux te donner un exemple que j'ai eu la semaine dernière d'une dame qui est malentendante depuis qu'elle a l'âge de 20 ans. Donc, elle a fait de la plongée et elle a eu un problème. Donc, elle est malentendante, donc elle est fonctionnaire, elle est cadre et malentendante depuis. Et donc, elle n'a jamais accepté ce handicap-là. Donc, elle, personnellement, donc pas d'étape d'acceptation. Donc, bien sûr, pas du tout aussi l'idée professionnellement de le faire valoir. Sauf que ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a compensé. Enfin, ce qu'on voit maintenant, puisqu'elle a donc là, on est 30 ans plus tard. Elle a toujours vécu avec ce handicap sans vouloir en parler et en compensant. En fait, donc du coup, elle a déployé une énergie, une force parce que quand même, hein, voilà, vivre avec ça pendant 30 ans professionnellement et personnellement sans aide, elle a dû mettre en place des stratégies. Et sauf que 30 ans plus tard, on voit que c'est catastrophique puisque effectivement son état s'est dégradé et son état au travail aussi. Elle est quasiment dans une situation voilà, de placardisation. Et là, on vient de lui proposer de nouveau un poste où elle est, alors que là, elle en a parlé. Elle a parlé de son handicap, de ses difficultés, et malheureusement, elle est pas du tout entendue. Et elle est on l'a mise par exemple dans un bureau au bord d'une route. Où il y a un bruit énorme et aucune adaptation, aucune amélioration. Donc là, elle est bien sûr en pleine dépression. Voilà, c'est très difficile. Donc là, elle engage des démarches, donc ça a été très difficile pour elle, hein, à la MDPH, pour être reconnue travailleur handicapé et pouvoir voilà, être légitimée dans ces difficultés et pouvoir après avoir des compensations. Mais on voit bien que la démarche est très complexe. Elle est longue, très très longue. Elle peut être très longue parce qu'il y a l'acceptation du handicap. Et puis après, il y a la rencontre entre le chemin à faire, entre l'agent qui a à faire son chemin et l'employeur. Et il faut qu'il y ait un point d'intersection, il faut qu'il y ait une rencontre pour que les choses se passent. Voilà. Mais là, c'est des cas un peu comme ça. Et c'est effectivement très, 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 très souvent qu'on a ce type de situation. Donc effectivement, là, on est dans le cas que tu décris avec des personnes, des agents ou des salariés qui peuvent se retrouver dans un isolement important et très démunis. Pour nos participants, je donnerais un parallèle
relativement parlant. Tu me diras là aussi, Farida, si tu es d'accord avec cette comparaison. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, énormément. On parle beaucoup d'égalité salariale, et à juste titre, et ô combien. Mais force est de constater que dans la vie professionnelle d'une femme, il y a des moments en creux. Et on a eu l'occasion d'en parler à l'occasion d'un webinaire très intéressant que je vous invite à écouter, qui s'appelle « Le corps des femmes au travail ». Alors bien évidemment, vous avez les grossesses, mais vous n'avez pas que les grossesses. Vous avez malheureusement les accidents parfois de travail, et vous avez les maladies. Vous avez les cancers du sein, le cancer de l'utérus, sans même parler des phénomènes comme l'endométriose qui ne sont pas assez pris en compte. Mais en tout cas, vous avez des creux dans la vie d'une femme. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, malgré les évolutions législatives, malgré les campagnes au sein des structures publiques privées, à l'extérieur, sur les arrêts de bus, etc., eh bien, et pourtant, je traite beaucoup de dossiers en droit du travail, quasiment quotidiennement. J'ai eu un dossier d'une femme, cadre, dans un grand groupe automobile, qui est venue me voir pour discrimination salariale. Les femmes ne s'emparent pas de ce sujet, alors que la loi les y autorise. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont intégré, alors je ne veux pas rentrer dans une sorte de caricature, mais force est de constater que beaucoup ont intégré que du fait de ces brisures, en tout cas de ces temps, de ces parenthèses, dirons-nous joliment, dans leur vie professionnelle, eh bien, elles ne sont pas à même de revendiquer un salaire aussi élevé que leurs homologues masculins. Et je dirais que pour les travailleurs handicapés, on est un petit peu dans le même ressenti. À savoir qu'on parle beaucoup de la gravité des discriminations du fait du handicap, on parle beaucoup de l'inclusion, on parle beaucoup de la diversité. Et pour moi, en tant qu'avocate, excusez-moi d'être un peu directive, tout ça, c'est un peu un jargon très joli, très cosmétique, mais qui est là pour dissimuler une réalité qui l'est parfois beaucoup moins au sein de l'entreprise. Et je pense qu'un des premiers leviers à faire sauter, Farida, c'est précisément ce sentiment-là qu'ont intégré trop souvent, trop longtemps, et l'exemple que tu as donné est très, très symptomatique, les travailleurs handicapés qui, quand arrivent dans une entreprise, ils se sentent, entre guillemets, privilégiés, c'est-à-dire comme si on les avait choisis, comme si un peu on leur avait fait une fleur, donc ils surcompensent en travaillant parfois de manière excessive, et souvent, ils ne sont pas entendus dans l'expression de leur mal-être. Et quand ils expriment leur mal-être, ils l'expriment parfois trop tard, ou parfois, comme tu l'as explicité, après des décennies au même poste. Et je pense, en tout cas en tant qu'avocate, même si ce n'est pas mon rôle, c'est plus le rôle du référent handicap, ce que je suis en train d'exposer, mais que le premier levier à faire sauter, c'est véritablement de faire ressentir, de faire vivre aux personnes qui sont handicapées au sein du travail, que cette notion, et je vais vous la donner extrêmement rapidement, d'égalité de traitement, parce que tout ce que tu viens de dire, Farida, je le retraduis de manière juridique, eh bien, on l'a traduit chez nous, avocats dans les contentieux, avec cette expression qui s'appelle l'égalité de traitement. Handicap égale égalité de traitement. C'est-à-dire, en miroir inversé, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit subir une inégalité de traitement. C'est l'article L 5213-6 du Code du travail qui le dit. Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins, dans une situation concrète, c'est-à-dire que c'est une appréciation, comme on dit en droit, in concreto et pas in abstracto. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas dire lui il est handicapé moteur, lui il est autiste, lui il est malvoyant, etc. Je vais faire comme j'ai fait avec Stéphane Durand ou Bernard Dupont il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ça n'est pas possible. On ne peut pas mettre sur un même niveau tous les travailleurs handicapés, même les travailleurs qui seraient porteurs d'un même type de handicap. La loi, le Code du travail invite les entreprises à faire une application de toute la législation en faveur de l'inclusion du handicap, d'en faire un outil spécifique travailleur par travailleur. Et c'est ça quand la loi, l'article L 5213-6 du Code du travail dit l'employeur prend en fonction des besoins. Donc ça veut dire en fonction des besoins, ça veut dire que la personne handicapée, elle doit exprimer ses besoins.
Elle doit exprimer ses besoins, ne pas se sentir comme une petite chose dans un coin et se dire, ah bah non, il faut que je me mette au même niveau que mes autres collègues et surtout que je ne fasse pas entendre ma voix. Donc, la première chose, me semble-t-il, à vous, assistants sociaux qui écoutez ce webinaire, ou médecins du travail ou RH, c'est que les personnes handicapées fassent entendre leur voix parce que c'est ces fameux articles du Code du travail qui les autorisent, qui les enjoignent à exprimer leurs besoins auprès des employeurs. C'est le premier alinéa. Donc, l'employeur prend en fonction des besoins, donc ça veut dire en fonction des besoins exprimés par le salarié, et deux, dans une situation concrète. Ça veut dire que c'est complètement individualisé, c'est-à-dire la mesure que doit prendre l'employeur, elle est individualisée. Il doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder à un emploi, de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Et ça, c'est un troisième niveau très important. Ce n'est pas parce que je suis travailleur handicapé que je ne peux pas prétendre à un emploi qui soit au niveau de ma formation ou de mes compétences. Et enfin, quatrième niveau, l'employeur doit offrir cet accès à l'emploi pour permettre à ce travailleur handicapé de l'exercer, de progresser, une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée. Ça, c'est sans compter les logiciels installés sur le poste de travail qui doivent être adaptés et bien évidemment le poste de travail qui doit l'être tout autant. Et l'article qui suit, Farida, et donc là, je vais te donner la parole pour que tu nous expliques qu'est-ce qu'est précisément un référent handicap. L'article L 5213-6-1, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Alors, ma question, elle est à deux niveaux, Farida. Un, qu'est-ce qu'un référent handicap? Et deuxième question, et pardonne-moi d'être peut-être un peu polémique ou rentre dedans, est-ce qu'un référent handicap, c'est vraiment efficace? Est-ce qu'un référent handicap, ça permet de faire entendre la voix du travailleur handicapé et de lutter éventuellement contre des formes de harcèlement ou de discrimination? Alors, je vais commencer par la deuxième, Judith. Bien sûr, je vais te répondre oui. Donc, bien sûr que c'est essentiel. Après, et je pense que c'est ça le sens de ton, on va dire, de ton petit, voilà, de cette petite provocation, c'est de savoir quelle mise en œuvre. Parce que positionner un référent handicap, c'est une chose. On répond au cadre légal, puisque dans les lois, comme je dis tout à l'heure, 2018-2000, maintenant c'est une obligation hein, de positionner un référent handicap. Après, tout est savoir quelle place on lui donne et quelle attitude d'action. Voilà, donc effectivement, ça, c'est pas lui, le référent handicap, qui va pouvoir le positionner. Il faut qu'il y ait des orientations, il faut qu'il y ait un portage. Ça, c'est essentiel. On le voit parce que beaucoup de référents handicap sont des gens à qui on propose une mission parce que ils sont là, alors ils vont faire ça en plus. Alors c'est accolé avec d'autres fonctions. Donc c'est différent. Là, on assiste en ce moment, comme ça se développe, à des référents handicap complètement positionnés sur des missions de référents handicap, mais ça peut être juste un temps de travail, hein, un petit temps de travail où on est positionné en tant que référent handicap. Donc c'est vrai que il y a aucune, en fait, je pense, hein, et d'ailleurs si aujourd'hui des personnes ou des référents handicap ou des assistants sociaux sont là, pourront nous témoigner. N'hésitez pas à nous faire parvenir via le chat vos expériences, parce que je pense qu'il y a autant d'expériences que de lieux. Hein. Donc voilà, mais effectivement, on va dire que on va essayer d'objectiver la chose. C'est qu'est-ce que peut apporter un référent handicap dans une structure. À la fois, c'est l'interlocuteur de l'agent, c'est ce qui est intéressant. Hein, c'est l'interlocuteur du salarié et de l'employeur. Hein, donc, il est vraiment là à l'interface. Il est là effectivement pour les deux, hein, pour développer une politique inclusive et être pleinement dans cette dynamique-là, et pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Donc, il a un rôle pluriel, il a beaucoup de rôles suivant les lieux. Donc, souvent, on associe, nous, on donnait cette image au sein du DI, on prenait l'image du chef d'orchestre un petit peu au milieu et voilà, qui doit un peu orchestrer toute cette question du handicap. Donc, il est là pour remettre en place une politique handicap, hein, une politique inclusion, contribuer à la gestion de la politique des travailleurs handicapés. Il doit informer, sensibiliser, il doit évaluer, capitaliser, communiquer. Enfin, il doit être à la fois dans l'idée, en fait, dans toute la dynamique du recrutement,
dans le maintien, il doit être dans le recrutement, dans le maintien dans l'emploi, dans l'accessibilité, toutes les formes d'accessibilité, hein, bien sûr, celle du bâti, le numérique, mais aussi l'accessibilité aux ressources, hein, à l'information, à cette fameuse information dont on parle. Et puis, voilà, donc il doit être dans tout ça et il doit travailler surtout avec tous les acteurs de l'institution. Donc en pluridisciplinaire, il doit faire le lien avec tous les acteurs et il doit surtout, voilà, tout mettre en place pour qu'il y ait une adaptation du travail, comme je le disais tout à l'heure, à la personne et à l'agent. Donc il va œuvrer voilà, dans tout ça. Donc c'est quand même une mission importante et moi j'y crois à l'avenir, ce qui va permettre d'avoir vraiment une politique inclusive. Donc c'est pour ça que je te répondais oui. Après, si on parle des situations de terrain, et c'est là que ça devient intéressant, des expériences, on voit combien la tâche est compliquée et difficile. Mais on va dire que le tout, c'est d'enclencher les choses et de les mettre en œuvre. Moi, je rebondirais aussi, Judith, sur plusieurs choses que tu as dites qui sont très intéressantes. Tu as parlé de la maladie. Donc ça aussi, passer effectivement sur ce sujet-là, c'est important, mais comment arriver de la maladie, surtout sur des maladies chroniques, tu as cité le cancer, pour que les agents puissent être reconnus, puisque c'est des maladies maintenant qui seront reconnues dans le cadre de, voilà, hein, de la RQTH, et puis surtout ces maladies qui ont pour conséquence énormément d'altérations. Donc tu as cité dans la définition, hein, cette question d'altération des capacités au travail pour des gens qui peuvent continuer à travailler malgré tout, mais qui ont besoin de compensation. Et c'est tout là, et je rebondirai aussi par là sur ce que tu disais sur l'égalité. On est là à un point où l'égalité ne suffit plus pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai que moi, j'utilise plus la notion d'équité, c'est-à-dire de remettre à la mesure, hein, de combler ce qui manque pour qu'il y ait une réelle voilà, équité. C'est un peu le terme que j'utiliserais. Voilà pour reprendre un peu ce que tu disais. Merci Farida. Alors, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, qui est déjà très dense et qui, j'espère, vous apporte quelques éclairages sur l'appréhension du handicap aujourd'hui, beaucoup disent, notamment Khaled dans le chat, le parcours pour la reconnaissance du handicap, notamment tout ce qui est RQTH, c'est le parcours du combattant. C'est très, très compliqué. Et moi, ce que j'entends au cabinet, c'est que ce fameux parcours RQTH, bien que les obligations de l'employeur étaient extrêmement renforcées sur ce point-là, et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que selon la jurisprudence constante depuis le 1er janvier 2020, eh bien, l'emploi direct de travailleurs handicapés est une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'obligation de moyens où quelqu'un peut se décharger en disant « Ah ben j'ai fait tout mon maximum, mais j'ai pas réussi à embaucher des travailleurs handicapés », aujourd'hui c'est une obligation légale pour toutes les entreprises au-delà même de 20 salariés. Mais force est de constater que beaucoup d'entreprises se défaussent parce qu'il faut remplir énormément de critères. Il suffit qu'ils disent « Ah ben on ne peut pas remplir un ou deux critères », ne serait-ce que concernant l'accueil des travailleurs handicapés, et ça n'est pas effectué. Donc là, encore une fois, on mesure le décalage très fort qu'il y a entre ce qui est affiché par la loi et par la jurisprudence constante, par les cours d'appel ou par la Cour de cassation, en disant que l'inclusion des travailleurs handicapés, et je le répète, c'est très important, n'est pas simplement une obligation de moyens, est une obligation de résultat. Cette notion-là juridique est très importante pour vos assistants sociaux si vous devez aider notamment des salariés ou des agents de la fonction publique, à rédiger des courriers, bien rappeler à l'employeur qu'il s'agit pour lui d'une obligation de moyens. Mais au-delà de cet renforcement des obligations du côté de l'employeur, c'est quelque chose qui est très, très difficile et qui est excluant. Je m'explique, Farida, et je souhaite vraiment t'entendre là-dessus. Donc déjà, il y a cette vision on est un travailleur handicapé. Et encore une fois, ça, beaucoup de mes clients, des gens qui passent par le cabinet, n'aiment pas cette définition-là. C'est comme, et excusez
excusez-moi ce parallèle, mais il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il vaut quelque chose. C'est comme quand on parle beaucoup des victimes de violences conjugales. Bien sûr, il faut apposer le terme de victime parce que les femmes ou les hommes qui sont face à cette problématique ô combien sociétale, eh bien, ils sont victimes, ils sont pas autre chose que victimes. Mais je connais peu de gens qui apprécient de voir accoler cette identité de victime. Et ben c'est pareil pour les personnes porteurs d'un handicap. Ils n'aiment pas vraiment cette notion de handicap, surtout qu'elle charrie derrière elle énormément, je dirais, de sigles dans ce fameux parcours du combattant. Donc vous avez bien sûr, vous avez la MDPH, vous avez l'allocation adulte handicapé, vous avez cette notion qu'il faut bien appréhender entre taux d'invalidité et taux d'incapacité. Alors, je vous donne cette définition, je vous la rappelle quand elle est très importante. Le taux d'incapacité, ça relève de l'appréciation du handicap d'une personne, quel que soit son âge, qui s'appuie sur l'analyse de ses déficiences, de leurs conséquences dans la vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l'affectation qui en est à l'origine. Par contre, le taux d'incapacité, lui, va être évalué par une équipe pluridisciplinaire de la MDPH selon un taux déterminé qui va ouvrir ou pas des droits à une prestation. Par exemple, un taux de 50%, c'est une gêne notable dans la vie sociale de la personne. 80%, c'est une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Vous avez aussi la notion de RSDAE, restriction substantielle, durable d'accès à l'emploi, qui est appréciée lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Vous avez la prestation de compensation du handicap PCH. Vous avez aussi ce qu'on appelle aussi, alors là, c'est assez intéressant parce que c'est parfois une double peine, en sorte que moi, j'ai parfois des clients qui sont porteurs d'un handicap et leurs enfants sont aussi porteurs d'un handicap. On voit par exemple que des gens qui sont, par exemple, autistes Asperger, ils vont avoir parmi les enfants qu'ils vont avoir, un enfant qui sera peut-être porteur de ça. Donc, en plus de leur propre handicap, ils peuvent demander l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé AEEH. Vous avez aussi la notion, donc pour les enfants, de PAI, projet d'accueil individualisé, projet d'accompagnement personnalisé, PAP. Vous avez énormément de sigles. Et ensuite, vous avez les cartes, ces fameuses cartes. Alors, vous avez la CMI, la carte mobilité inclusion. Vous avez donc tout ce qui est lié aussi donc aux contestations des décisions MDPH qui sont là aussi pour nous avocats une nébuleuse assez extraordinaire parce que contester les décisions MDPH, c'est quasiment voué à l'échec systématiquement. Ils sont un peu dans une forme de toute puissance ou alors il faut convoquer des experts, demander des contre-expertises, demander la présence d'un ergothérapeute sur le lieu du travail et au domicile, ce qui est souvent peu accepté. Tout ça pour dire, et pardonne-moi d'avoir été un petit peu longue Farida, c'est que à travers tout ce champ lexical extrêmement opaque, à travers tous ces sigles que je viens de nommer comme une liste à la Prévert, comme un collier de perles, ça dit véritablement la difficulté, me semble-t-il, en tout cas c'est la musique que j'entends dans mon cabinet, de l'inscription des travailleurs handicapés dans le monde du travail parce que ça leur demande en amont de passer par toute cette procédure RQTH et de voir à quelle procédure ils ont droit et ils n'ont pas le droit. Est-ce que c'est aussi ton ressenti, Farida, ta pratique, ta vision du handicap au travail, c'est que c'est un chemin semé d'embûches et très, très, très procédural? Alors oui, on va pas le nier, il y a beaucoup effectivement, ça demande beaucoup de démarches. Après, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend de ce qui est mis en place dans l'entreprise ou dans la collectivité, l'établissement public ou voilà, que ce soit privé ou public, tout dépend. Si effectivement il y a des process, des informations on va dire dès le recrutement, si la politique en faveur des personnes en situation de handicap est pensée très tôt en amont dès le recrutement, ça allège, voilà. Donc c'est vrai que là, c'est aussi, ça va dépendre. On a quand même, alors j'ai lu le chat, il y a quelqu'un qui nous dit qu'effectivement,
il a eu l'expérience de référent handicap et que ça amène des catastrophes. Ce qui serait bien, c'est que on puisse, enfin là on peut pas, mais qu'il nous donne dans le chat parce que c'est très intéressant ça de prendre effectivement ce qui existe, ce qui s'est passé pour renchérir nos pratiques. Donc effectivement qu'il doit y avoir des choses très dures dans certains lieux pour les expériences là dont on parle. Après, oui, mais si tu veux, moi qui ai été assistante sociale, tout ce qui est procédure administrative, en tout cas en France, reste très lourd. Là, on est sur le handicap, mais c'est tout, dès qu'on s'achemine sur un dispositif, en France, c'est un dispositif assez lourd. La MDPH, quand même, moi je veux dire, c'est quand même amélioré, c'est assoupli, puisqu'on est on n'est plus maintenant sur des reconnaissances, on va dire, timées. Enfin, là, il y a il y a des reconnaissances qui sont très longues, qui sont même sans limitation de durée. Donc, il y a quand même quelques améliorations. Mais effectivement, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap qui a besoin de compensation doit effectivement faire un certain nombre de démarches très lourdes. C'est pour ça que je pense qu'on est là. C'est la plus-value des rôles des référents handicap, des assistants sociaux, des ingénieurs, enfin de toutes ces équipes des médecins, des équipes pluridisciplinaires qui sont là. J'ai envie de dire, c'est notre job de faire en sorte que l'accompagnement de l'agent ne soit pas ce que tu décris. Tu vois, moi, je fais par exemple les dossiers où on délègue, mais accompagner à faire un dossier, puisqu'un dossier, même sur des gens, moi j'ai des cadres A, à faire un dossier MDPH, mais c'est comme pour tout. Moi, vous me donnez un dossier, quel que soit un dossier que j'ai jamais vu, ça sera tout de suite un combat, une épreuve. Et notre rôle, c'est de le simplifier, parce que dans le dossier MDPH, j'ai beaucoup de salariés, moi j'en fais encore là régulièrement, il y a toute une partie qui peuvent s'abstenir de remplir. Il faut juste vulgariser la chose, expliquer. Et ça peut aller, voilà. Après, on doit passer par là. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas que ce soit une souffrance et moi, je dis aux agents qu'il faut passer par là. C'est la procédure administrative, mais qui va permettre quand même d'améliorer les choses sur leur propre situation. Mais ils ne doivent pas être seuls, parce que là, tu parles que des agents. Il faut un engagement de l'employeur. Ça veut dire qu'il faut aussi des moyens. Tu parlais du résultat, soit, ça ne suffit pas, parce qu'on voit quand même que pléthore d'entreprises payent des contributions énormes, même dans la fonction publique, parce qu'effectivement, le résultat n'est pas atteint en termes de moyens, même au niveau des conventions mises en place, qui peuvent ne pas être respectées. Donc, j'ai envie de dire que ça, c'est ce qui nous reste à faire comme job. C'est-à-dire qu'il faut se retrousser les manches et accompagner et être à la hauteur des dispositions qu'on a mis dans les textes de loi pour cette véritable inclusion. Voilà. Merci beaucoup. Merci Farida. Donc bon, effectivement, on a et c'est tout l'intérêt de ces webinaires, on a des visions à la fois, il y a des points sur lesquels on se retrouve, d'autres moins. Mais c'est vrai que, disons que la spécificité de l'avocat, c'est d'être un peu le bureau des larmes et des récriminations et de mettre en avant les difficultés qui sont rencontrées. Alors, il y a une autre question sur laquelle j'aimerais avoir aussi ta vision, Farida. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument majeur. On parle de discrimination unique. On parle du handicap, mais force est de constater, en tout cas, c'est mon constat de praticienne avocate, qu'il y a une exposition plurielle aux discriminations. C'est-à-dire qu'on est rarement, discriminé seulement du fait de son handicap. Je vous donne un exemple, et ça, malheureusement, les statistiques sont absolument formelles. Les femmes handicapées ont le taux de chômage le plus important. Si vous prenez une femme handicapée qui travaille et qui a une grossesse, alors vous êtes sûr que il y a des chances, plus de chances, statistiquement, qu'elle soit un peu mise au placard à son retour de congé maternité. Et c'est pareil pour le handicap. Alors, vous pouvez cumuler le handicap, mais vous pouvez aussi cumuler donc une discrimination du fait de l'appartenance religieuse, du fait de venir de tel ou tel pays, du fait d'habiter dans tel ou tel quartier, ce genre de choses. Donc, j'aimerais avoir ta vision sur ce sujet-là, Farida, à savoir la dimension plurifactorielle des discriminations. C'est-à-dire où
pour s'exprimer de l'autre côté du court de tennis, l'impossibilité, en tout cas, il faut s'interdire d'envisager le handicap sous un seul prisme, en disant « Ah, vous êtes malvoyant, on va traiter le handicap parce que vous êtes malvoyant ». Souvent, il faut ouvrir un peu le spectre parce que précisément, les discriminations vont s'exercer de manière multiple. À ce sujet, je vous le dis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les webinaires, vous avez dans l'onglet Files énormément de documentation extrêmement intéressante, notamment sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Je vous l'enverrai bien sûr et je vais envoyer à tout le monde d'ailleurs des mails sur les anciens webinaires pour avoir les liens sur le site du cabinet, pour avoir toute la documentation, les replays, les podcasts, etc., la législation, les sites internet incontournables sur toutes les thématiques qu'on a abordées ces 2 derniers mois. Et je voulais vous dire aussi, avant d'écouter ta réponse, Farida, c'est que j'ai le grand plaisir de sortir un site internet qui s'appelle toutdroit.fr et je vais tout de suite vous le mettre dans le chat, et qui a pour objectif d'être, on va dire, l'émanation de manière XXL ou à 360 degrés des webinaires, parce que j'étais extrêmement sollicitée, heureusement, je dis ça modestement, mais oui, j'ai été beaucoup sollicitée par de nombreuses structures privées ou publiques, dont les assistants sociaux, les RH, les médecins du travail, participent à ces webinaires et qui m'ont demandé d'intervenir au sein de leur entreprise. Et intervenant dans ces entreprises, notamment au titre de conférencière ou de formatrice, j'étais un peu frustrée de ne pas venir avec mes experts, par exemple comme Farida. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai, on va dire, formalisé ce que je fais au sein du cabinet Buchin-Jurubin depuis 10 ans à travers les petits déjeuners juridiques et depuis maintenant 3 ans à travers les webinaires. Et donc, je vous invite à regarder parce que vous trouverez des thématiques extrêmement intéressantes. Vous trouverez aussi tous nos anciens webinaires. Vous verrez dans l'onglet expert, voilà le profil de Farida et notamment le webinaire extrêmement intéressant sur lequel nous étions intervenus toutes les deux sur la reconnaissance du métier d'assistante sociale. Donc, pour revenir à ma question, Farida, est-ce que c'est quelque chose que tu constates, c'est-à-dire l'aspect plurifactoriel des discriminations, que le handicap n'est jamais appréhendé tout seul, mais qu'il est souvent associé à d'autres types de discrimination? Oui, ben je peux te dire que oui, c'est que effectivement là on est après sur un autre champ, on est sur le sujet des discriminations où effectivement qui peut être multifactoriel et différents facteurs et le handicap en fait partie, hein, la discrimination, mais à la limite là quand je parlais de la dame dont je parlais et encore d'autres, c'est effectivement des formes de discrimination, c'est-à-dire que la non-reconnaissance quand même du handicap, d'un poste adapté, c'est une forme de discrimination, mais cette même personne peut rencontrer bien sûr d'autres formes de discrimination au travail, puisque mon champ, c'est quand même celui-là, et c'est multifactoriel, d'où l'importance de travailler en pluridisciplinaire, d'avoir cette capacité à réorienter, à accompagner sur les professionnels adaptés. Mais c'est vrai que, en tout cas, là, si on parle du rôle du référent handicap, il va pas les prendre, voilà, c'est pas lui qui va gérer ces questions-là, mais il va pouvoir en pluridisciplinaire réorienter et le prendre en compte. Mais c'est parce qu'on s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire qu'on pourra traiter toutes ces questions-là, même si on reste généraliste, mais on va traiter des questions générales, mais le rôle du référent handicap, ça va être quand même sur ces questions du handicap. Et après, on peut travailler avec les référents d'autres domaines, hein, notamment les référents. Maintenant, il y a obligation aussi d'avoir des chargés de mission et référents égalité. Voilà, puisque tu en as parlé sur la question de la discrimination femmes-hommes et l'égalité femmes-hommes. Donc, bien sûr, les sujets sont en entreprise multiples. C'est pour ça, alors, une des recommandations que je peux vous offrir à vous, assistants sociaux qui écoutez ces webinaires, c'est précisément de vous emparer de cette approche intersectionnelle, c'est-à-dire de sortir de l'unidimensionnel des rapports sociaux et de ne pas stigmatiser uniquement, en tout cas, de ne pas appréhender le dossier d'une personne qui viendrait vous voir
pour une revendication liée à son handicap ou un malaise et d'essayer d'ouvrir le prisme et de faire du traitement de cette difficulté une action pluridisciplinaire au sein de l'entreprise. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est très, très facile de n'aborder ces questions-là qu'à la lumière du handicap. Et là où c'est terrible, c'est que effectivement, si on a une vision complètement fermée sur le handicap, vous enfermez encore plus la personne dans ce sentiment qu'on a pu décrire au démarrage, qui peut être, et qui est souvent un sentiment un peu d'infériorité du fait de son handicap. Au-delà de la notion de discrimination, j'aimerais revenir sur l'exemple que tu as abordé, Farida, en ce sens que c'est quelque chose que moi je vois beaucoup au cabinet et qu'on peut difficilement imaginer, qui est souvent contre-intuitif. Je m'explique. C'est la question du burn-out des travailleurs handicapés. Souvent, quand on pense travailleurs handicapés, on pense aménagement de l'environnement de travail, comme tu disais, cette notion d'égalité de traitement, ou comme tu en parlais d'équité, de faire en sorte que le travailleur handicapé, très prosaïquement, soit chouchouté et n'aille pas au-delà de ses capacités, en tout cas ne se fasse pas du mal en travaillant, en allant au-delà de ses limites, puisque qui dit handicap dit limite. Or, force est de constater que c'est précisément ces travailleurs handicapés qui vont fournir 1000 fois plus de travail pour démontrer qu'ils sont à peu près au même niveau que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être vraiment, ça devrait être une politique de santé publique, pas simplement parler de discrimination et harcèlement, mais aussi parler de parfois cette figure de bon élève ou de très bon élève que veulent avoir les travailleurs handicapés pour démontrer qu'ils sont au même niveau que les autres. Et cette question du burn-out est très peu approchée. C'est-à-dire que, vous voyez, encore une fois, on a des biais, je dirais, comme des biais cognitifs. C'est quand on parle handicap, on dit, oh là là, c'est très grave, faut pas qu'il y ait du harcèlement, faut surtout pas qu'il y ait de discrimination. Mais dans ce prisme-là, des atteintes qui peuvent être faites à l'intégrité physique ou psychique ou à la dignité du travailleur, eh bien, il y a cette notion, cette approche-là qui est très souvent minorée, qui est celle du burn-out. Qu'est-ce que tu en penses, Farida, si tu veux rallumer ton micro? Alors, il s'est éteint tout seul, hein. Je suis désolée, il y a un avion qui est passé. Je suis à Mont-de-Marsan, un réseau des services sociaux des centres de gestion. Elles m'ont mis, mais du coup, désolée, il y avait un avion. Le burn-out, c'est aussi une autre, voilà, c'est effectivement un problème en soi. Enfin, dans le monde du travail, effectivement, le burn-out ou en français épuisement professionnel, c'est quelque chose que rencontre de toute façon. Voilà, on est confronté à cette question-là. Après, honnêtement, est-ce que dans le champ, voilà, pour les personnes handicapées, il se pose différemment? Moi, naturellement, de par voilà, je dirais que non. Je pense qu'il se pose différemment pour chacun des salariés, avec dans leur parcours des choses qui vont se passer différemment pour chaque agent, chaque salarié et son propre parcours. Donc, s'il est en situation de handicap, effectivement, il va y avoir un déroulement peut-être différent. Maintenant, est-ce qu'il y a une part, honnêtement, moi, je me suis jamais penchée sur la question, sur le rapport du burn-out et du handicap. Mmh. Mais c'est une question ouverte à réfléchir, à penser ensemble. Mais voilà, est-ce qu'il y en a plus? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe? Moi, naturellement, je t'avoue que j'aurais tendance à penser que le burn-out et l'épuisement professionnel, c'est ce qu'on partage, qu'on soit en situation de handicap ou non. Les mécanismes vont être peut-être un peu différents ou voilà, peut-être, et encore peut-être, hein, je soumets ça, moi, à l'échange avec même les participants. Mais j'ai jamais travaillé sur cette question du lien. En tout cas, je sais pas. En même temps, il faut aussi et moi j'ai beaucoup aussi de situations très positives dans le champ du handicap. Tu parlais du syndrome Asperger. Alors j'aime pas ce terme parce que du coup ça renvoie à une histoire du syndrome. Bon, j'invite chacun à se pencher sur l'histoire de
type, ce bonhomme, je dirais, je me permets. Mais en tout cas, on voit à quoi ça fait allusion, ce syndrome. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aussi, malheureusement, avec un agent, j'ai pas réussi à le faire, mais les potentialités non exploitées qu'il peut y avoir. Parce que là, j'ai un agent où ça a été complètement un échec. L'employeur n'a pas suivi. Quelqu'un à haut potentiel, mais qui avait besoin d'un cadre de travail, notamment calme, respecté, avec des mises en place très simples. Pourtant, et c'est ça qui est dur, c'est de voir que des choses très simples n'arrivent pas à se mettre en place. Donc là, elle va être à des décales, ça se passe très mal, parce qu'on n'a pas pu lui offrir aussi un cadre de travail, en tout cas tenter un cadre de travail où ce syndrome aurait pu être un levier, une force et apporter à l'entreprise. Et c'est quand même un agent, il faut quand même se dire, où tout le monde me disait que sur le plan du travail, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et ce qui posait problème, c'était le relationnel, les exigences qu'elle avait, notamment l'isolement, elle avait besoin de concentration, etc. Et c'est quand même incroyable qu'avec tout le travail qu'on a pu mener, mais là je peux pas, il faudrait qu'on ait d'autres sessions de travail, Judith, et on le fera sur plein de thèmes comme ça, des choses qu'il faut développer, où on n'a pas su adapter. Et du coup, on a perdu ces compétences-là. Enfin, la collectivité, pas, mais du coup, et puis cette dame pour qui ça, du coup, bah, voilà, vous imaginez que ça va très mal et que elle perd son emploi avec tout ce que ça peut induire. Donc, on a aussi ces situations-là. Donc, on peut supposer peut-être que là, oui, est-ce qu'il y a question de burn-out ou pas, je ne saurais pas dire. Mais on a des échecs, hein, donc c'est pour faire allusion au chat on a des échecs aussi qui sont difficiles à vivre pour les agents, les salariés, et bien sûr, ça faut pas le négliger pour les gens qui accompagnent, parce que nous aussi, les échecs qu'on a, et voilà, il faut aussi les supporter, puis supporter que ça se passe très mal et qu'il y ait des pertes d'emploi pour les salariés, les agents que nous accompagnons. Donc, tu vois, sur des choses comme ça, il faut qu'on arrive, nous, à changer notre regard. Ça veut dire que, et c'est ça la sensibilisation, c'est ça l'information, c'est que quand on dit, comme tu disais, handicap, quand on dit syndrome Asperger, alors ça, c'est tous les handicaps invisibles. On n'a pas parlé de la distinction de tous les, on n'a pas le temps, mais on peut pas mettre tous les handicaps et toutes les situations dans les, voilà, il y a et le champ là en ce moment des handicaps invisibles commence, on va dire, à sortir un peu de cette invisibilité, mais c'est très compliqué. C'est encore plus, mais sans faire d'échelle de valeur, pour le handicap invisible, on est quand même sur une problématique délicate et compliquée. Encore plus voilà, que celle qui est visible parce qu'il y a pas de reconnaissance des autres. Enfin, on ne le voit pas. C'est comme si vous voyez, on voit souvent un exemple tout simple. On voit sortir quelqu'un d'une voiture qui a le macaron, voilà. On va se dire non mais c'est une blague. Il marche, il sort de sa voiture. Moi, je l'entends très souvent ça. Et c'est un petit peu pareil pour le handicap invisible au travail. Bah, ça se voit. En fait, voilà, c'est pour ça qu'il est invisible, c'est que et de fait, comme ça se voit pas, bah tout de suite. Donc c'est pour les autres, c'est pas un handicap. Et tu sais, on fait un peu, on va dire, comme tu dis, un peu de chichi, etc. Donc c'est difficile pour la personne qui le vit. Donc là, on a parlé que de la personne. On a tout un champ qu'on n'a pas exploré aujourd'hui, c'est l'importance du collectif, de l'intégration du collectif de travail dans l'adaptation, dans la compensation, dans la réflexion sur le handicap. Parce que ça aussi, ça peut pas se faire. Tu disais que la personne arrive à identifier ses besoins, mais pas que. Il y a l'employeur, mais il y a aussi le collectif de travail, il y a les collègues, il y a les personnes qui partagent le bureau, il y a comment on accompagne les cadres qui doivent accueillir une personne en situation de handicap et qui doivent adapter son poste, mais qui doivent aussi tenir compte de leurs équipes. C'est là, je vais très vite parce que comme vous le voyez, c'est énormément de points qui sont à aborder. Là, on est très large et qu'il faudrait effectivement explorer sur la question du handicap, des personnes en situation de handicap. Moi, c'est comme ça que je l'aborde avec les agents de la situation de handicap, parce qu'effectivement, et pourtant, moi, j'ai commencé à travailler le handicap quand j'étais assistante sociale de secteur, donc vous voyez, ça remonte. Et j'ai les mêmes blocages, donc ça fait, bon, allez, je le dis pas, ça fait, non, mais ça fait un paquet d'années, ça fait plus de 25 ans. Et c'est marrant parce que je faisais la réflexion en pensant aujourd'hui au webinaire, c'est qu'en fait, je retrouve les mêmes réticences, les mêmes freins parfois, qu'il y a 25 ans, je les retrouve aujourd'hui. On me dit parfois, j'ai les mêmes témoignages. Mais non, mais je suis pas handicapée, j'ai juste ça. Ou alors, mais on va me mettre au placard, moi j'ai pas envie de. Et je me dis, en fait, ça en dit long sur le chemin qu'on a fait
on a l'impression que des choses évoluent, mais quand j'entends, en fait, quand on est sur la vraie vie, on va dire, là, je parle vraiment de l'accueil, hein, des agents, et ben, je retrouve exactement, et je pense que vous êtes beaucoup, et enfin, faudrait qu'on échange, hein, mais à vivre ça, hein, puisque j'échange avec des professionnels. Et en fait, ce que on nous dit du handicap, mais je parle des personnes qui l'ont eu, quand on propose le dossier MDPH ou quand on parle de la RQTH, et ben, je retrouve les mêmes témoignages, en tout cas les mêmes réticences, les mêmes freins, les mêmes craintes qu'il y a 25 ans. Donc voilà, j'ai pas de travailler la question, hein, j'ai pas j'en fais pas une conclusion ou d'interprétation, mais je trouve quand même que ça nous questionne en tant que professionnels, que ce soit du social, du handicap, voilà, c'est une vraie question. Ça veut dire, est-ce que, donc je pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on a changé sur le plan des représentations? Voilà. Mais c'est qu'un échantillon, c'est mon expérience à moi. Il faudrait la partager pour voir si c'est quelque chose qu'on partage et qu'on n'ait pas trop évolué peut-être sur le champ des représentations en tout cas. Voilà, je voulais pas être trop longue parce qu'il faut qu'on termine. C'est parfait, Farida. Bah, je vais conclure. Je te rejoins assez, c'est-à-dire qu'il y a une grande évolution quand même sociétale de l'inclusion, et ça, elle est véritable, du handicap, que ce soit à l'école, et encore, vous avez beaucoup de parents qui disent que c'est pas vraiment le cas, au travail, et beaucoup disent oui, c'est vrai, mais, et bon, bref, malheureusement, il y a ce qui est affiché et il y a la vraie vie. Mais néanmoins, il y a des évolutions. Moi, le conseil que je vous donnerai, d'abord sur la question de l'invisibilité. C'est très intéressant ce que tu as dit, Farida. Bien sûr, et comme le disait Khaled, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, vous avez les handicaps visibles et les handicaps invisibles. Vous avez ce qu'on est à même de revendiquer. Par exemple, comme je le disais sur cette question du burn-out, on voit parfaitement bien un travailleur handicapé dire oh j'ai été victime de harcèlement, de discrimination, mais si un travailleur handicapé va dire je suis victime de burn-out, on va lui rigoler au nez en disant tu plaisantes quand même, toi hein, tu travailles pas, t'es à mi-temps ou t'as ton environnement de travail adapté, etc. Et la difficulté de la question du burn-out, c'est que pour qu'il soit justifié, il faut mettre en avant un taux d'IPP, d'incapacité de 25% et de prouver un lien de causalité entre le burn-out et les conditions de travail. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à démontrer, d'autant plus que la personne handicapée est elle-même porteuse d'emblée d'incapacité. Donc, il faut prouver que son handicap a été aggravé à travers le burn-out et qu'il y a 25% en plus. Donc ça, c'est très difficile. Et même les médecins, les médecins du travail ou les médecins de la CPM ne sont pas très sensibles à cette question-là. Mais en tout cas, je voulais vous mettre un highlight là-dessus parce que ça me semble extrêmement important. C'est quelque chose qui est très minoré et que je vois beaucoup au sein du cabinet, ces travailleurs handicapés qui en font beaucoup plus qu'un salarié ou un agent normal parce que précisément, ils se sentent en situation d'infériorité et ayant intégré ça, ils veulent en faire plus et démontrer. Et donc, ils sont souvent en burn-out. Mon dernier conseil, il est extrêmement simple. C'est aider les personnes handicapées à vous emparer de la loi. Aussi simplement que ça. La loi, elle est très claire. Elle dit qu'un travailleur handicapé doit pouvoir exprimer ses besoins et l'employeur doit le prendre en compte dans le cadre d'une situation concrète. Donc, il y a une individualisation des cas de handicap dans la sphère du travail. Ce qui fait que la personne handicapée doit se sentir parfaitement légitime à exprimer ce qu'elle a exprimé, même si elle ne sait pas bien s'exprimer, même si elle est autiste, même si elle parle en langage des signes, même si elle parle de manière hachée ou elle ne sait pas parfaitement s'exprimer, elle est légitime à exprimer ses besoins. C'est l'article L5213-6 du Code du travail qui le dit, et l'employeur doit prendre des mesures appropriées et que l'égalité de traitement ne soit pas à 20 mots ou un mot purement cosmétique, mais que ce soit beaucoup plus proche, comme l'a dit Farida, et j'aime bien le terme que tu as mis en avant, plus une notion d'équité que d'égalité de traitement dont on sait pertinemment que ça n'existera pas, mais la question d'équité, faire valoir une forme d'équité par rapport à ses autres collègues, ça c'est quelque chose qu'un travailleur handicapé peut mettre en avant, accompagné, comme l'a très justement dit Farida, parce que comme on l'a décrit, le parcours du handicap ou de pouvoir obtenir telle ou telle aide, c'est difficile, mais il faut solliciter les aides de toutes les personnes ressources au sein de l'entreprise, bien sûr l'assistance sociale, le médecin du travail,
le référent handicap et que toutes ces personnes-là travaillent ensemble dans l'intérêt du travailleur handicapé. Comme on dit en droit de la famille, il faut qu'une décision de justice soit rendue dans l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. Le handicap étant une des grandes causes du précédent quinquennat et du futur quinquennat de Emmanuel Macron, eh bien, cette question-là, qui est éminemment sensible, eh ben, les travailleurs handicapés doivent se l'approprier pleinement et se dire qu'ils sont légitimes à porter leurs demandes en interne, ils sont légitimes à trouver des personnes ressources pour porter leurs demandes ou leur évolution professionnelle. Moi, je compléterais juste parce qu'après, effectivement, le temps passe, mais c'est vraiment apporté, Judith, auprès des entreprises elles-mêmes que toi, tu côtoies très régulièrement, hein, parce qu'effectivement, la personne ne pourra se sentir que légitime, puisque effectivement, il y a dans le lot des gens qui ont peut-être la force, voilà, hein, de s'imposer, comme tu le dis, de montrer ses besoins, mais quand même, la majorité des cas qu'on rencontre, c'est des gens qui ne se sentent pas légitimes à demander. En tout cas, pas encore. Donc, c'est vrai, en tout cas, qu'ils sont en difficulté et parce que déjà, le handicap, ils ont quand même, voilà, il faut le dire, je veux dire, la maladie, les situations de handicap, c'est déjà un combat au quotidien. Je veux dire, on n'a pas parlé de la vie quotidienne. Donc, effectivement, arriver au travail et de voir de nouveau elle-même encore lutter pour une place naturelle, comme tous les citoyens, c'est une énergie et il faut l'avoir, cette énergie, tout le monde ne l'a pas. Et elle est d'ailleurs, même si c'est très très difficile à voir, donc c'est vraiment un discours qu'il faut porter et que toi tu peux porter, je pense, et chacun des membres qui peut-être sont là peut porter auprès des employeurs, parce que c'est à eux, moi je dirais, d'aller chercher les outils et les moyens pour que la personne arrive à travailler sur ses besoins. Voilà. Eh ben, je te rejoins complètement et c'est d'ailleurs le conseil que je donne aux personnes qui viennent me voir. L'avocat est là, bien sûr, pour porter les revendications légitimes des travailleurs handicapés auprès de leur employeur, en essayant d'aboutir à des issues amiables, mais aussi auprès de différents contentieux. Ça peut être, et ça aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce sera l'occasion d'organiser un autre webinaire, le contentieux autour des discriminations autour du handicap. Vous avez bien évidemment le Conseil des prud'hommes, mais vous avez, quand vous avez une mise en danger de la vie d'autrui, parce que l'obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat pour les employeurs concernant les salariés et les travailleurs de manière générale, est une obligation renforcée de résultats concernant les travailleurs handicapés. Donc, vous avez deux types de procédures. Vous avez la procédure classique qui est de se pourvoir devant un conseil des prud'hommes et l'autre aussi, ou concomitamment, de porter plainte, parfois à constitution de partie civile, devant un tribunal, de transmettre la plainte auprès du procureur de la République, parce que souvent, vous avez des notions qui relèvent de l'abus de faiblesse, de la mise en danger de la vie d'autrui, etc. Donc, effectivement, le contentieux, il peut être très lourd. Moi, j'évite d'embarquer mes clients dans ce type de procédure et j'en aurais terminé parce que c'est des contentieux difficiles qui, comme tu disais, Farida, demandent beaucoup d'énergie. Et quand on est porteur d'un handicap, on doit déjà se battre au quotidien. Mais de manière générale, les entreprises étant assujetties à toutes ces obligations légales et réglementaires, essaye de régler le sujet soit par un reclassement professionnel, mais encore faut-il qu'il soit adapté et à hauteur de la formation et de l'expérience de la personne, ou alors via un licenciement pour inaptitude ou une rupture conventionnelle avec des indemnités transactionnelles. Que les personnes qui soient porteurs d'un handicap ne partent pas comme ça, un bras devant, un bras derrière, quand elles ont un minimum d'ancienneté ou quand les préjudices ont été importants, elles peuvent négocier des transactions importantes, minimales ou parfois très importantes. Mais en tout cas, il ne faut pas que là aussi, même dans le cas d'un départ ou d'un licenciement, elles se sentent en posture d'infériorité par rapport à leurs autres collègues pour négocier éventuellement une somme transactionnelle au-delà des montants, des indemnités conventionnelles auxquelles elles ont droit. Alors, on déporte toujours un peu parce que les sujets sont passionnants. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Farida. Merci, Judith. Merci à tous. Toujours un retour terrain très intéressant que tu nous offres. On prévoira d'autres interventions, soit dans le cadre des webinaires, soit, j'espère, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le site toutdroit.fr, soit dans le cadre de vos structures respectives. J'aime beaucoup ce format-là et je sens qu'il porte ses fruits et je sens qu'il apporte. On atteste le succès des petits déjeuners juridiques et des webinaires. Donc, n'hésitez pas
à vous emparer de cette vision, voilà, de ce double regard sur une même problématique. Ça vous permettra aussi à vous en interne de travailler la pluridisciplinarité sur la prise en charge de ce sujet ô combien sensible et primordial, et l'insertion des travailleurs handicapés. Je vous souhaite une très bonne après-midi ensoleillée, et je vous dis au 2 juin, parce que jeudi prochain est un jeudi férié. Le jeudi 2 juin, on va avoir une thématique extrêmement intéressante et qui vous concerne de plein de pied. C'est le trauma vicariant, supporté par les services qui sont en posture d'aidants, notamment les services sociaux, les services RH, la médecine du travail. Et c'est le trauma qu'on aspire à force d'écouter et de traiter les problématiques des gens. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vision du métier qui doit aussi ne pas être minorée du tout, parce que particulièrement après la période Covid qui était très sensible, les assistants sociaux et les RH et les médecins du travail ont été très mobilisés, parfois eux-mêmes atteints d'un épuisement professionnel certain. Donc, on abordera cette question-là avec la psychiatre Judith Trincart, que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter. Passionnant. Voilà. Intervention. À bientôt, Farida. Merci pour tout. À bientôt, Judith. Au revoir tout le monde et merci de votre attention. Au revoir.